Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler gros billets, on va parler liberté, on va surtout parler de la news de l'événement. Et oui, le podcast a dépassé les 100 000 écoutes sur ma plateforme principale. Donc officieusement, ça va déjà dépasser les 100 000 écoutes parce qu'avant, j'avais une précédente plateforme et également que j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas comptabilisée, plus il y a d'autres plateformes qui ne sont pas toujours comptabilisées. Mais voilà, voir noir sur blanc les 6 chiffres des 100 000 écoutes sur ma plateforme principale, ça m'a fait super plaisir. Voilà, 1 an et demi d'épisodes sans interruption. Il y a juste une seule fois, il y a très longtemps où j'avais raté une semaine de podcast. Depuis, voilà, toutes les semaines, je suis au rendez-vous. Il y a même des fois où j'ai sorti 2 épisodes comme récemment avec Marion. Ça fait super plaisir. Merci à tous pour vos écoutes. J'ai plein d'annonces à vous faire. Le sujet du jour, ça va être la typologie des appartements que j'ai, mon parc immobilier et quel locataire j'ai, quels sont les avantages et les inconvénients en fonction des types de biens que je possède, quels biens je privilégie, quels biens j'ai et j'évite et quels biens je n'ai pas du tout et je n'ai jamais eu. Avant de démarrer, merci à Trading Imo Christophe pour son partage en story et surtout on a notre cher King Aubert qui partage tout le temps mes épisodes, qui a fait sa première acquisition de biens. Donc félicitations à toi pour ton premier bien. Et voilà, c'est le début d'une longue série. Donc on fête les 100 000 écoutes. Aussi, j'ai plus que 100 notes sur Apple Podcast. Donc vous voyez, comme ça, vous savez à peu près le ratio. Donc j'ai une note sur Apple Podcast. Donc un clic qui prend 2 secondes. Tous les 1000 écoutes. Et c'est déjà très bien. Merci à tous ceux qui ont noté. J'ai aussi plus de 140 et quelques notes sur Spotify. Mais voilà, vous voyez le ratio. En gros, une note Spotify et une note Apple. Toutes les 1000 écoutes. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Donc voilà. Avant de démarrer, voilà, pour toutes les personnes qui me rejoignent, je me présente rapidement. Je suis investisseur immobilier depuis 2012. J'ai une longue formation en finance. Je crois que j'ai étudié pendant 12 ans sans m'arrêter. Et puis depuis, je continue toujours à me former, bien entendu. J'ai plein d'activités et j'habite à l'étranger. Ça fait aussi un petit moment maintenant. Ça fait un petit moment. Mais j'ai investi en France la plupart du temps. C'est là où j'ai la plupart de mes appartements, principalement dans le Grand Est. C'est pour ça que vous entendez ce superbe accent si chantant. Hein. Voilà. J'ai 2 objectifs chaque année. Acheter 5 biens. À l'heure où vous m'écouterez, le 5e bien sera signé. J'ai rendez-vous chez le notaire entre le moment de l'enregistrement et le moment de la publication. Donc les 5 biens, ce sera fait. Et voyager dans 10 pays, ça c'est déjà fait. J'avais fait la liste des pays les plus loin où j'ai été, c'était Dubaï, Pérou, USA cette année. Et là je pars le jeudi, donc vous écouterez cet épisode mercredi. Je pense que ce sera le 9 novembre. Et le 10 novembre, je pars à Budapest rencontrer Johan qui a Invest in Budapest. Il va nous montrer plein de biens. Je pense que je vais essayer d'embarquer mon micro dans l'avion, même s'il pèse le poids d'un âne mort, pour faire un épisode avec nos chers auditeurs qui seront là. Donc je crois qu'il y a Romain, il y a Cheikh, il y a Aline et encore plein d'autres. Donc voilà, je serai super content avec les joyeux lurons. Et puis on va parler bien sûr IMO. Donc de ce point de vue-là, les pays c'est checké, les apparts c'est checké, même over-delivered comme on dit. Voilà, ça c'est pour mes objectifs de l'année. J'espère que les vôtres seront remplis, sinon il vous reste environ un peu moins de 2 mois. Je pourrais faire un épisode complet bien sûr sur le podcast, tout ce que ça m'a apporté, mais là c'est pas le sujet. Félicitations par contre à mon cher Ed qui a lancé son podcast sur les montres. Si vous aimez bien les montres, ça s'appelle Démontrez-vous. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. On s'était vu au salon de l'immobilier, de l'investissement immobilier à Bordeaux. Et voilà, je l'avais un peu mis la pression. Tu dois sortir ton premier épisode avant la fin du mois d'octobre. Il a sorti une sorte de prélude. Je sais pas si on peut dire que c'est accompli ou pas, mais voilà, c'est fait. Et puis, pour les 100 000, voilà, vous l'attendiez. Non, vous ne l'attendiez peut-être pas. Mais pour les 100 000 écoutes, je me suis dit que c'était le temps pour moi de vous faire une superbe formation, un programme pour vous faire gagner des gros billets. Et l'avantage de ce gros programme, je vais vous l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes une communauté exceptionnelle et moi, bien sûr, je suis un podcasteur d'exception. Donc si vous voulez me voir gesticuler derrière la caméra, c'est le moment ou jamais. La formation elle s'appelle Négocier pour faire des gros billets et pour l'occasion j'ai acheté le nom de domaine grosbillets au pluriel.com, donc GORBILLETS.com. Pour y accéder, je vais vous la décrire rapidement, mais pour y accéder, donc il y aura le lien dans la description, lien dans ma bio Insta, et sinon vous allez sur grosbillets.com
nego, N-E-G-O. Donc, grosbillet au pluriel.com /nego, N-E-G-O. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette formation? J'avais écrit un livre sur le sujet, déjà ça date, ça fait plus d'1 an et demi, et bien sûr dans le livre, on est obligé de faire des choix, on peut pas tout décrire, et puis aussi on peut pas très bien illustrer. Et en fait, chaque fois que je m'entretiens avec des investisseurs, on voit qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de la location courte durée, acheter des biens sans travaux, avec travaux, de la colocation, des achats-reventes. Les bonnes affaires, elles se font à l'achat. Et ça passe souvent par la négociation, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un sujet essentiel, parce qu'en fait, quand vous vendez, vous pouvez, même si on dit que tous les jours il y a un pigeon qui se lève, c'est pas dit qu'il va picorer chez vous, et surtout vous êtes sur le bon coin, tout le monde voit les prix, les gens ils se renseignent, c'est des gros achats dans leur vie, et à la vente vous pouvez pas vraiment faire de super bonnes affaires en vendant beaucoup plus cher un bien. Bien sûr vous pouvez créer un petit effet coup de cœur avec la déco, des travaux, des biens remis à neuf, mais vous allez jamais faire c'est très très rare de faire vraiment une offre de fou à la vente. Par contre c'est à l'achat que là vous avez vraiment la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Alors c'est pas tout de suite, mais c'est lorsque vous revendez ou alors pendant l'exploitation, bien entendu. J'ai écouté encore cette semaine le podcast de mon cher confrère podcasteur Paco. Il était avec un gars bien de chez nous, de l'Est, là, Michael Hartzheim, et lui il exprimait les deux idées que j'avance toujours, c'est pour investir, faire du volume et négocier. Je vous salue, très bon épisode. Et puis Mickaël il passera un de ces jours sur le podcast. Je m'arrêterai chez lui voir un peu ses chantiers. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez jamais vendre à des prix délirants. Par contre, vous pouvez acheter des super bonnes affaires. Alors quand j'ai décidé de tourner cette formation, je me suis posé plusieurs questions sur les problèmes liés aux formations en ligne. Ça fait 10 ans maintenant que j'achète des appartements et je me suis formé énormément, j'ai lu des livres, j'ai vu des formations, j'ai écouté je pense que c'est vraiment des milliers d'heures que j'ai écoutées. En plus, j'ai l'expérience aussi de nos élèves qu'on a dans le Club Invest. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai pas mal d'expérience dans ces formations et pour moi, elles avaient toujours certains problèmes. Donc, moi, j'ai décidé de tous les résoudre parce que, voilà, c'est ça mon taf dans la vie, hein, résoudre des problèmes pour encaisser des gros billets. Alors, la première objection et le premier problème que je vois souvent sur Internet, c'est bien entendu la légitimité des formateurs. On sait jamais ce qu'ils ont, on sait jamais si en fait ils n'ont pas lu juste 3 livres et qui vous disent que c'est les rois du pétrole. Surtout, ça se trouve avec la bourse, le trading, etc. On sait très bien que y a très peu de gens qui gagnent de l'argent avec ça à long terme. Et pour l'IMO, c'est pareil, hein, les formateurs les plus connus d'immobilier, en fait, ont acheté très peu d'appartements. Ceux qui ont commencé tôt sur YouTube, pour pas les citer, ceux qui ont plus de 100 000 abonnés, on voit qu'ils ont acheté très peu d'appartements avant de se lancer, et même encore maintenant. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes auditeurs et de certains podcasteurs que j'apprécie grandement. Donc moi, c'est simple. En fait, pour résoudre le problème de légitimité, je vous ai pris, alors j'aurais pu prendre encore beaucoup plus d'actes, mais ça sert à rien. Il y a un moment, ça sert à rien que de lire dans tous les sens. Et puis ça m'a pris un peu de temps de tous les rechercher et faire des extractions. Mais j'ai pris 8 extraits d'actes d'achat où on voit clairement, donc 8 extraits d'actes notariés d'appartements que j'ai achetés, où on voit clairement que je me suis demandé comment est-ce qu'on voit que je fais une bonne affaire, parce que je peux vous dire que ça vaut le prix que ça, je peux vous dire n'importe quel prix, je peux vous dire n'importe quoi. Et moi, je trouve que la preuve, on peut dire authentique, vu que c'est sur un acte notarié, que vous avez fait une bonne affaire, c'est en constatant le paragraphe. Il y a un paragraphe très souvent sur la plus-value. Est-ce que le vendeur réalise une plus-value et est-ce qu'il est imposé par rapport à ça dans les actes notariés? Donc moi, j'ai pris 8 actes notariés où on voit très souvent le prix que j'ai payé. Le prix est que en fait le vendeur il a pas fait de plus-value ou alors des très faibles plus-values, alors même que parfois il avait acheté en francs. Ça, je crois que j'en ai au moins deux dans les exemples où les gens ils avaient acheté en francs et moi j'ai acheté, il y en a un que j'ai acheté moins cher que le prix en francs et l'autre un tout petit peu plus cher, mais bon c'était 25 ans ou 20 ans plus tard. Et puis après, je vous en ai pris 8. J'ai vraiment pris des exemples un peu différents. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de prendre des appartements des pas chers, parce que je trouve, comme ça peut parler à tout le monde. Donc j'ai pris quasiment que des appartements. Je crois que j'ai payé moins de 100 000 euros. En ce moment, je suis sur une opération à plus qu'une vie de SMIC. C'est pas pour ça, ça va pas parler à tout le monde, hein, forcément. Donc même si j'ai une très grosse plus-value latente, et puis c'est d'autres stratégies, c'était pas le sujet. Donc voilà, il y a moyen de faire des négos. Je voulais montrer aussi qu'il y a moyen de faire des négos sur les très petits biens. Après, j'ai déjà fait des négos sur des plus gros biens. On avait un membre du Club Invest qui avait un projet
de plusieurs appartements en Île-de-France. On avait réussi à négocier 70 000 euros. Là, je me rappelle, j'étais à Athènes, ils m'appelaient et on était là à voir la stratégie parce qu'il y avait d'autres acheteurs. Donc, il fallait vraiment mettre le curseur tout pile au prix le plus bas, mais juste 1000 euros de plus que ce que les autres acheteurs allaient proposer. On avait réussi vraiment à choper une bonne baisse de prix. Et puis là, on a un membre dans le Club Invest, Nicolas, qu'on salue. Il est arrivé il y a 2-3 semaines et là, il a déjà trouvé un bien. On a réussi à lui faire négocier plus de 10% du prix du bien alors qu'il est déjà loué avec une renta d'environ 10% brut. Donc, on voit que c'est encore possible de négocier plus que jamais. Donc voilà, ça c'est le problème de légitimité. Je pense qu'il est réglé. Vous pouvez voir mes avis sur Trustpilot. Les actes notariés, voilà, ils sont pas sortis du chapeau que je vous ai montré. Vous verrez que j'ai pu négocier fortement, ou alors j'ai acheté. Il y a des biens que j'ai acheté 60-70% du prix que les anciens, enfin que les vendeurs avaient payé à l'époque. Il y en a que j'ai payé le même prix alors que c'était 20 ou 25 ans avant. Voilà, dans quasiment tous les actes, je suis passé dans plein d'actes notariés. Dans quasiment tous les actes, j'ai vraiment les personnes qui ont fait très peu de plus-value. Donc pour moi, c'est vraiment une preuve que j'ai fait un bon achat. Après, bien sûr, c'est toujours discutable. Mais pour moi, voilà, ça vient d'un acte notarié. Au moins, c'est authentique. Donc si vous allez sur la page grosbillet.com/nego, vous verrez les actes. Et après, dans le programme, je vous ai pris une dizaine d'achats en fait que j'ai fait. Et à chaque fois, je vous explique quelle technique j'ai appliquée pour réussir à négocier. Après, le deuxième problème, donc le premier problème, c'était le problème de légitimité. Le deuxième problème, selon moi, c'est le format vidéo. Alors, il est très utile. J'ai fait des supports. Ils sont super beaux. Voilà, je vous montre parfois des extraits des actes notariés, des extraits de mes comptes bancaires pour vous montrer combien je gagne avec cet appartement, combien je rembourse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un modèle d'offre d'achat, ma checklist aussi que j'utilise en visite. Donc tout ça, c'est vrai que c'est utile pour illustrer. Mais pour moi, franchement, on est super occupé, on n'a pas trop de temps. Donc je voulais vraiment résoudre ce problème de pas passer des heures et des heures et des heures devant son écran pour au final jamais finir la vidéo. Quand on a trouvé un bien qu'on veut négocier, on n'a pas le temps. Donc j'ai condensé. Donc c'est 10 techniques. Ça prend 3 heures tout pile. C'était le temps que je m'étais fixé. Et en fait, pour toutes les vidéos, j'ai fait un format audio. En fait, chaque module, il a le format vidéo et le format audio. Comme ça, vous pouvez l'écouter en voiture, vous pouvez l'écouter au sport ou en vous occupant de votre maison, de votre foyer, de vos enfants ou que sais-je. Voilà, j'ai déjà vu des vidéos, des formations super intéressantes. Il y avait beaucoup trop d'heures. Je suis jamais arrivé au bout alors que c'était intéressant. Donc voilà, le deuxième problème pour moi, je l'ai réglé comme ça. Formation pas trop courte, pas trop longue et possibilité de voir en vidéo si vous voulez voir les supports ou audio. Troisième souci, on va pas se le cacher, c'est le prix des formations. Alors, sous prétexte que dans l'immobilier, on gagne beaucoup d'argent et moi, j'ai gagné des centaines de milliers d'euros en négociant. Il n'y a pas que en immobilier, les formations, elles sont super chères. Moi, dans mon métier, dans mon vrai métier, dans la finance, je fais venir des types qui ont bossé pour des super grosses boîtes du CAC 40 et tout, des directeurs fiscaux, des choses comme ça. Ils viennent, ça coûte hyper cher, mais voilà, ils ont un profil qui est super avancé. Il y en a très peu dans le monde, et donc on les paye cher. Mais moi, voilà, je me suis dit, j'ai mis beaucoup de temps à avoir ces 100 000 écoutes, à construire la communauté. Je suis pas du tout là pour vous rincer, vous essorer ou que sais-je. Donc, la formation, elle coûte moins cher que le prix d'une paire de baskets. Et oui, et pendant 2 semaines, je vous fais un prix spécial. Ce sera moins cher. Il n'y a pas de code promo et tout. J'ai pas envie de vous embêter avec ça. Vous allez sur le site et ce sera déjà le prix réduit. Vous verrez, c'est pas cher, c'est cadeau et vous pouvez gagner des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros là-dessus. Et le dernier problème qu'il y avait souvent avec les formations, c'est le manque d'interaction. Voilà, vous avez des vidéos et après vous savez pas quoi faire, vous pouvez pas parler au formateur si vous avez des questions, etc. Là, c'est simple pour résoudre ce problème. Dans les 3 mois suivant l'achat de la formation, vous pouvez m'appeler, on peut convenir d'un coup de fil, donc en visio si vous voulez ou non. Et pour discuter de votre stratégie de négociation. Donc en fait, une fois que vous avez trouvé un bien que vous voulez négocier, on peut voir ensemble comment est-ce que on va pouvoir négocier pour faire baisser le prix du bien. Le but, c'est pas... Alors,
très souvent, voilà, on va avoir un bien précis, on va adopter une stratégie pour négocier. Je vais pas vous assurer qu'avec cette formation, vous allez pouvoir négocier un bien au prix que vous voulez. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez faire que des bonnes affaires. Vous allez acheter que des bonnes affaires. Alors, vous n'allez pas acheter tous les biens que vous allez visiter. Il y a peut-être des biens qui vont vous plaire, qui seront trop chers, vous n'arriverez pas à négocier. Mais le but, c'est vraiment d'acheter que des bonnes affaires. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à enchaîner les lots comme des Legos et les empiler les uns sur les autres. Donc dans cette formation, je vous présente les 10 techniques que j'ai utilisées et qui ont fonctionné, qui ont permis de gagner des gros billets. Donc l'appartement le moins cher, j'avais fait un épisode dessus, c'était mon premier épisode à 23 000 euros, que j'ai payé 23 000 euros et qui aujourd'hui me génère 1 000 euros par mois de revenus en location courte durée. Donc ça peut changer la vie de personnes qui ont des faibles revenus. Voilà, avec 23 000 euros, le prix d'une Peugeot d'occasion, vous pouvez avoir un appartement qui vous génère 1 000 euros par mois. Alors bien sûr, c'est en location courte durée, ça demande du travail, et j'avais fait aussi, je vous le cache pas, 8 000 euros de travaux dans cet appartement pour qu'il soit à même d'accueillir des voyageurs. Et voilà, j'ai eu un appartement qui m'a rapporté 5 000 euros net d'impôts par mois pendant 2 ans et dans lequel j'ai fait aucun travaux. Donc 5 000 euros par mois, 5 000 fois 24, je vous laisse faire le calcul, sans faire de travaux, juste parce que je l'avais bien acheté. Il y a des biens que j'ai payé 60% du prix que les vendeurs avaient payé. Je vous montre comment vous servir des PV d'AG, du règlement de copro, de la banque, du notaire, pour gratter toujours plus. Parfois, c'est des dizaines de milliers d'euros, parfois des milliers, parfois des centaines. Bref, vous saurez tout, lien dans la description. Vous pouvez m'écrire info@byebyepatron.net. Et je vous parle aussi un peu de la hausse des taux en ce moment, comment ça peut vous servir, bien entendu. Et puis sinon, grosbillet.com au pluriel /nego, N-E-G-O. Voilà, si vous voulez me voir en vidéo, soutenir le podcast, faire des gros billets, peut-être changer de vie, partir au soleil, imaginez avec 1 000 euros par mois de cash flow et un appart à 30 000 euros ou avec 100 000 euros en 2 ans, comme ça peut vous changer la vie. Moi, ça m'a clairement changé la vie quand j'ai pu faire les premiers achats, les bons achats que j'ai bien revendus, qui m'ont fait beaucoup de cash pour pouvoir continuer à acheter des biens. Et là, comme j'ai pu le faire cette année, acheter 5 biens, et ça se trouve, il y aura même un petit 6e. Voilà, après cette parenthèse pub intro de 16 minutes 59, on attaque le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la typologie de mes biens immobiliers et on va faire dans l'ordre. Déjà, on va commencer par ceux que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pas du tout comme bien? J'ai pas de maison. Pourquoi? Alors moi, principalement, il y a des biens où j'avais fait des bonnes affaires, je les ai revendus avec des grosses plus-values, comme je vous l'ai dit. Mais la plupart des biens que j'ai, c'est pour l'investissement locatif. Donc là, l'énorme majorité, c'est en location donc meublée ou longue durée, et j'ai quelques biens en location courte durée. Pourquoi j'ai pas de maison? Alors il y a plein de raisons à ça. La première, c'est dans les régions où j'investis, les maisons, elles sont super chères et elles sont assez grandes en fait. Donc c'est jamais rentable de les louer. Si vous cherchez une maison à louer, vous avez une famille, vous voulez pas acheter, vous voulez louer une maison, vous allez voir que dans plein d'endroits, c'est très très compliqué. Il y a très peu de maisons à louer. Et pourquoi il y a très peu de maisons à louer? Parce qu'en fait, c'est pas du tout rentable. Je vous parle pas d'une maison avec piscine ou d'une maison super grande. Personne n'est prêt à payer du 3-4 000 euros une maison. Donc c'est par mois, alors que parfois c'est vraiment ce que ça vaut. Donc moi j'investis dans le Grand Est. Je sais qu'il y a des personnes qui ont par exemple des maisons dans les Vosges, ça marche bien pour faire de la location courte durée. Et bon, j'habite à l'étranger aussi, donc qui dit maison pour moi c'est plus d'entretien. Voilà, j'ai pas le temps de faire ces petits travaux, etc. Et les typologies de maisons qu'il y a vers chez nous, c'est plutôt des grandes maisons et donc c'est pas rentable. J'ai un membre qui était dans le Club Invest, là, Théo. Lui, il avait fait l'acquisition d'une petite maison dans le sud-ouest. Et c'est vrai que c'était vraiment un bon plan. La maison était pas très grande. Du coup, le bien était pas très cher. Peu de charges, pas de copro. Si tu veux faire de la location courte durée, tu peux mettre ce que tu veux sur la façade, les boîtes à clés, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un type de bien qui est intéressant quand il y a des petites maisons du style 50 mètres carrés. Mais chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Aussi, vous allez être en concurrence avec des familles qui auront des budgets, qui auront pas du tout une optique d'investissement ou de rentabilité et qui seront prêts à payer un peu n'importe quel prix pour si la maison vous convient, que l'école est bien pour les enfants, etc. Donc, j'ai pas de maison. Il y en a, je pense qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire avec les maisons. Mais moi ça rentre pas dans ma stratégie et dans mon mode de vie qui est de pas être sur place. De la région où j'investis, il fait pas
Le Nord-Est, c'est pas là où il fait le plus beau. J'avais eu aussi une autre personne sur le podcast, Fabienne, qui elle faisait de la location courte durée dans le Sud-Ouest. Ça fonctionnait très bien. Donc voilà, pas de maison, principalement problème de budget, de rentabilité, j'avoue, j'ai assez peu d'expérience du coup dans les visites de maison parce que j'en ai visité très peu. Et puis moi, je pense que j'ai un biais, c'est que j'habite dans un appartement vu que je voyage souvent. Je me suis jamais embrouillé avec mes voisins, alors que presque tous les gens que je connais qui ont des maisons, ils s'embrouillent avec leurs voisins pour des histoires de haies, de tonte de gazon, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est toujours des gros problèmes. Qui gare sa voiture dans quelle rue, etc. J'ai pas du tout envie de m'embêter avec ça. Et puis voilà, moi mon mode de vie c'est habiter en ville dans un appartement proche des transports parce que je bouge beaucoup. Voilà, ça va pas très bien avec ça. Deuxième point, les immeubles. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs IMO qui, allez, je fais une petite pause pour boire un petit peu d'eau. Alors les immeubles. Beaucoup d'investisseurs ont des immeubles. Moi, j'en veux pas pour le moment, pour plein de raisons. Alors, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, moi, j'ai une longue formation en finance. Et qui dit finance dit toujours diversification du risque. Pour moi, les immeubles, c'est concentré au même endroit, un même risque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. J'ai un très bon ami à moi. C'est d'ailleurs mon expert comptable. Il avait commencé l'investissement avant moi. Et il a vite acheté un immeuble. Et là, il revend tout. Il est trop dégoûté. Il a plus de locatif. Il a tout revendu, notamment à cause de cet immeuble. Alors, je pourrais faire un épisode entier sur les avantages et les inconvénients d'avoir un immeuble. Le principal que je vois pour les immeubles, c'est vous achetez, vous allez qu'une fois à la banque, vous allez qu'une fois chez le notaire. Vous pouvez négocier un peu des tarifs de gros pour les chantiers et encore ça, je suis pas sûr. Vous pouvez faire de la location courte durée, c'est vous qui gérez toute la copro. Et vous pouvez faire les travaux quand vous voulez. Parfois, si vous n'avez pas de cash, vous pouvez attendre. Si vous commencez à avoir, pour gérer votre fiscalité, vous pouvez faire des travaux un peu en avance, etc. Donc, ça, pour moi, c'est les gros avantages. Donc, on peut vite se faire un patrimoine immobilier rapidement. On va une fois chez le notaire, une fois chez le banquier. Et on peut gérer les travaux et l'exploitation. Après, il y a plein de personnes disent qu'on achète au prix de gros. Alors moi, c'est pas du tout l'expérience que j'ai. Moi, j'ai des biens principalement dans 3 villes de plus de 100 000 habitants. Là-bas, c'est simple, les immeubles coûtent plus cher au mètre carré que les appartements. Pour le prix d'un immeuble de 4 appartements, vous pouvez en acheter 5, surtout en négociant. Donc voilà, pour moi, c'est pas les mêmes acheteurs. Les immeubles, c'est des investisseurs qui ont souvent peut-être beaucoup d'argent. Des gens peut-être qui font les travaux eux-mêmes et donc pour eux c'est peut-être rentable de faire les travaux, mais moi j'ai jamais vu d'immeuble. Alors après au bout d'un moment j'ai aussi, faut dire ce qui est, arrêté d'en chercher, mais j'ai jamais vu d'immeuble vraiment intéressant. Qui dit immeuble pour moi, c'est soit il y a un immeuble vide, il faut faire des gros travaux. Moi j'ai acheté beaucoup de biens dans des villes pas très chères, donc qui dit travaux dit voilà, après votre bien, il vous a peut-être coûté plus cher que le prix du marché ou le même prix alors que vous êtes galéré pendant 2 ans à refaire tout un immeuble. Donc soit vous avez un immeuble qui est complètement éclaté, il faut tout refaire, soit vous avez un immeuble qui est déjà loué et en fait les gens qui ont des immeubles, souvent ils en ont plusieurs et ils mettent un peu n'importe quoi comme locataire. J'ai déjà visité des immeubles, franchement c'était scandaleux, j'ai failli appeler je sais pas si c'est la DAS ou enfin un truc comme ça, les services sociaux, parce que c'était vraiment horrible. Les gens ils vivaient dans des conditions à même la dalle et tout ça, c'était dégueulasse. Il y avait des infiltrations partout. Donc voilà, les gros inconvénients que je vois aussi, c'est que vous avez des rez-de-chaussée. Alors les rez-de-chaussée, ça me dérange pas trop, mais souvent il y a quand même des gens qui sont un peu moins bien dans les rez-de-chaussée, les locataires. Et surtout vous avez 3 ou 4e étage sans ascenseur. Moi, j'en achète pas. Je trouve que ça limite trop les locataires que vous pouvez avoir. Vous pouvez pas avoir les familles avec enfants en bas âge qui ont parce que souvent dans les immeubles qu'on achète, il y a pas d'ascenseur. Donc vous avez pas les personnes handicapées, pas les vieux, pas les jeunes couples avec enfants. Ça limite beaucoup les prix. Voilà, vous allez comparer le prix de l'immeuble en entier avec le prix du marché de la ville, alors que vous avez des appartements qui valent moins. Il y a des appartements mansardés également. Donc voilà, moi j'ai pas le temps de gérer tous les travaux. Et vous pouvez me dire ce qu'on veut. En France, on sait que voilà, parfois il y a un peu l'État, il contrôle
beaucoup vos impôts, mais pas toujours la rue. Je sais pas comment on peut dire ça de façon politiquement correcte, mais en gros, mon pote qui avait son immeuble, franchement, c'était pas une rue horrible. C'était pas la meilleure, mais c'était pas une rue horrible. Déjà, la rue, elle s'est vachement dégradée. Ensuite, il y avait un espèce de drive de supermarché qui a fermé en face de chez lui. Maintenant, ils sont en train de construire des immeubles tout récents. Pendant ce temps, ça fait 2 ans, ça squatte à fond sur le parking en face, musique à fond. Donc vous achetez, il y a un magasin qui tourne, vous dites le soir, il n'y aura pas spécialement de nuisance. Là, musique à fond. En fait, moi, je suis allé dans l'immeuble pour le faire visiter. Donc j'ai parlé avec les locataires, ils m'ont dit qu'ils voulaient tous se barrer en fait à cause de ça. Et après, l'immeuble, donc il est... je sais pas si on peut dire jumelé, mais voilà, c'est enfin pas une barre, mais les immeubles sont côte à côte. Et l'immeuble d'à côté, ils ont logé des sans-papiers qui sont beaucoup trop dans l'immeuble, qui font le bordel. Quand ils appellent la police, ils viennent pas. De toute façon, voilà, les gens ils sont sans-papiers. Donc, je pense qu'ils ont d'autres problèmes à régler que le bordel. Donc voilà, c'est que des faits externes. Mon pote, il pourrait avoir refait tip-top l'appartement, l'immeuble, et d'ailleurs, il avait refait une grosse partie. Les appartements, ils étaient vraiment pas mal. Et pourtant, il avait ses nuisances, et puis personne ne faisait rien. Et son immeuble, il y avait déjà des gens qui s'étaient barrés. Ceux qui restaient, ils étaient restés juste parce qu'en fait, le loyer était pas trop cher. Mais à côté de ça, il y avait pas de... Voilà, il y avait des nuisances. Aussi, souvent, je trouve, moi j'aime bien, on verra après, acheter des apparts de 40-50 mètres carrés. Et dans les immeubles, souvent, vous choisissez pas la taille des lots. Lui, il a des T3 de 80 mètres carrés, je crois. Compliqué à faire autrement. Donc, en fait, vous louez quand même au tarif d'un T3, alors même que vous avez un appartement de 80 mètres carrés. Donc voilà, pourquoi j'ai pas d'immeuble. Et puis après, je trouve qu'il y a des zones qu'on paye en mètres carrés dans les immeubles qui sont non exploités. J'ai un autre ami qui a un immeuble. Quand on achète l'immeuble, nous on regarde, on achète 400 mètres carrés. Après mètre carré, c'est pas cher, mais en fait vous avez des couloirs, vous avez des combles, vous avez des choses comme ça. Et tout ça, vous le payez, alors qu'en fait c'est pas exploité, c'est pas des appartements. Donc voilà, ça c'est les biens que j'ai pas de maison, pas d'immeuble. Pour le reste, on va faire le tour des appartements du plus petit au plus grand que je possède. Donc, on commence dans l'ordre, les studios. Alors, j'ai le petit studio de 23 000 € dont je vous ai parlé précédemment. Donc, d'abord, dans ce studio, il fait 17 mètres carrés. C'était une agence qui me l'avait mis en location et elle m'avait mis un boucher. L'appartement, j'avoue, il était moyen. Ça faisait 20 ans, on va dire. Il était pas horrible, mais ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux dedans. Donc, c'était pas horrible, mais c'était pas fou non plus. Donc, en fait, il avait mis un boucher qui divorçait, qui gagnait le SMIC chez Carrefour. Et le gars, il m'a pourri l'appartement. En fait, j'ai dû jeter tous les meubles. On sait pas ce qu'il a fait dans cet appartement. Le syndic qui se plaignait à fond de l'odeur dehors. 2 fois, mon gérant a dû y aller. Et après, quand il est parti, voilà, tous les meubles qui étaient neufs, donc surtout le lit. C'est mon artisan, il a dû tout balancer, il était dégoûté. Il m'a dit sa camionnette, elle puait pendant des semaines. Je sais pas, il a dit que peut-être que le gars il urinait dans l'appartement, ou je sais pas s'il dépeçait des bêtes ou que sais-je. Aussi, il payait son loyer en cash. Visiblement, on a le droit. Donc, il allait chez mon gestionnaire locatif payer son loyer en cash. Vous doutez bien, moi, je suis pas sur place. J'ai pas trop envie de gérer ce genre de profil. Ensuite, donc, j'ai fait les travaux. 7-8 000 € pour les mettre bien. Salle de bain, cuisine, sol, élec. Et maintenant, il tourne en LCD. Il me rapporte en chiffre d'affaires plus que 1 000 € par mois. Donc ça, c'est top, hein. Dans la formation, vous verrez, je vous ai mis combien je rembourse chaque mois, un extrait bancaire, et en face le lendemain, c'était en septembre, j'avais pris le 6 septembre j'avais le remboursement et le 7 septembre j'avais une réservation en direct, comme ça vous pouvez voir la différence. Deuxième studio, alors là c'était dans une ville méga chère, j'avais acheté un studio, j'avais fait une très bonne affaire, je le louais 1 000 € par mois. C'était 33 mètres carrés, c'était à mes débuts, je l'avais aussi confié à une agence. Donc en fait ça c'est à peu près les 2 seuls biens que j'ai confiés à des agences. C'était à mes débuts en fait que j'ai acheté des studios. Et c'était une grosse agence et le gars il arrivait pas à me louer l'appartement. Enfin en fait il s'en occupait pas, maintenant je m'en suis rendu compte.
Du coup, j'avais récupéré les clés moi, j'avais mis une locataire dedans. C'était mes débuts d'investisseur, voilà. La locataire, pendant un an, l'a payé. Après, au bout d'un moment, elle a plus payé. Elle payait un mois sur deux et tout. J'ai dû aller au tribunal. Le quartier s'était pas trop amélioré, hein, faut dire ce qui est. Il s'était plutôt dégradé, mais l'appartement, vu que je l'avais très bien acheté, je l'ai revendu. J'ai pris une bonne plus-value. Et puis j'ai pu récupérer une partie de la somme. La locataire, avant de partir, m'avait quand même... donc en fait, quand on a eu la décision de justice, elle est partie. Et elle m'avait quand même repeint l'appartement, donc ça m'a aidé pour le revendre. Mais donc les studios, voilà, perso, je conseille moyennement. Là, j'ai eu, en tout cas, bon, si c'est pour faire de la location courte durée, je pense que c'est pas mal. Mais sinon, vous avez vraiment les profils les plus précaires. Donc moi, celui qui pourrit l'appartement et puis l'autre qui m'a pas payé au bout d'un moment. Donc c'était au début de ma carrière d'investisseur et depuis, j'ai plus racheté de studios parce que en fait, on parlait souvent du turnover quand des studios, que ça change souvent. Alors moi, c'est pas vraiment un problème, je trouve. Depuis qu'il y a Le Bon Coin, on peut trouver facilement des gens pour rentrer dans les studios. Mais en fait, vous avez vraiment les profils les plus précaires. Et donc, qui dit problème de paiement. Et puis après, il peut y avoir des gens... moi, je vous dis qu'il y en a un qui m'a pourri mon appartement. Il peut y avoir des gens, je suppose, avec des revenus plus élevés qui peuvent faire la même chose. Mais en tout cas... moi, c'était une mauvaise expérience. Après, T1. Donc T1, alors j'essaie de pas dire de bêtises, c'est en gros quand vous avez une cuisine séparée et puis une pièce de vie où il y a la chambre, salon, bureau. Alors ça, c'est vraiment pas mal les T1. Moi, je fais de la location meublée longue durée dedans. Le gros avantage, en fait, pour moi, c'est que ces appartements, vous pouvez les acheter dans des copropriétés du type années 70. Chez nous, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y a eu baby boom, la guerre, je sais pas quel est le pourquoi du comment, mais on a beaucoup de grosses résidences comme ça. Et en fait, vu qu'ils sont pas très grands, vous avez peu de millièmes, donc les charges, elles sont pas très chères. Ces immeubles, ils sont quand même assez bien, enfin moi, en tout cas, ceux que j'ai, ils sont assez bien gérés par des syndics pros. J'ai des appartements qui sont pas gérés par des syndics pros, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je dois aller aux AG, tout ça. On doit tout décider. Alors c'est bien, peut-être qu'on gagne un peu d'argent avec les syndics bénévoles, mais quand on a commencé à avoir pas mal de lots, ça prend du temps. J'ai fait des bonnes rencontres grâce à des syndics bénévoles, mais je préfère, alors ça c'est mon avis, je préfère les syndics pros, même s'ils coûtent plus cher, parce qu'au moins ils me déchargent beaucoup de temps. Souvent je vais même pas aux AG et tout, ça sert à rien, surtout qu'on n'a pas beaucoup de millièmes. Mais donc vu que en fait c'est T1 et c'est des faibles surfaces, la taxe foncière, elle est encore raisonnable, même dans ces immeubles où souvent les taxes foncières sont très élevées et les charges sont raisonnables, alors que vous avez quand même, parfois il y a un concierge, ou en tout cas c'est des biens qui sont bien entretenus. Il y a souvent des personnes qui sont assez âgées, qui ont acheté au début, donc c'est des immeubles tranquilles. Et alors moi, ce que j'ai, c'est très souvent des étudiants aisés, en fait, dans les T1. Donc c'est des étudiants qui veulent pas payer, qui veulent pas habiter en studio, et donc qui ont des moyens assez aisés. Et je trouve ça bien. Il y avait une étudiante, elle m'avait complètement meublé l'appartement à ses frais. Et après, quand elle est partie, j'ai pu racheter pour pas cher tous les meubles qu'elle avait laissés dans l'appartement. Donc vraiment bien. Les travaux, alors c'est cher et pas cher en même temps. Il y en a que j'ai refait. Donc vu que c'est des petits appartements, c'est pas très cher. Par contre, quand vous le rapportez au mètre carré, ça vous augmente le prix. Donc il y avait un appartement, j'avais refait la cuisine, salle de bain, sol, pas trop, les legs ça allait, les fenêtres j'ai pas refait, et un tout petit peu, j'ai fait cuisine, sol, mur, et un tout petit peu la salle de bain, mais pas la douche. Et je sais plus, j'avais payé peut-être 8 000 euros pour, c'est un appartement qui doit faire 33 mètres carrés. Et encore, j'avais bien négocié les travaux, je trouve. Ça vous augmente quand même de 200-300 euros le mètre carré, le prix que vous avez payé, alors qu'une cuisine ou une salle de bain, ça coûte le même prix dans un T1 ou dans un 100 mètres carrés. Donc quand vous vendez, c'est pas pareil de répartir ces travaux sur 100 mètres carrés ou sur 33 mètres carrés. Mais franchement, si je pouvais... J'en visite pas souvent, j'en trouve pas souvent, mais si je pouvais en avoir un peu plus, vraiment dans les villes étudiantes, je trouve que c'est des bons biens. Donc voilà, des bons profils que j'ai et peu de charges de copro, même dans les grosses copros. Après les T2 et T3, c'est vraiment les appartements que j'ai le plus, c'est les biens que je préfère.
Donc je vais vous dire pourquoi. Donc ça c'est vraiment la grosse masse des biens. Je pense que cette année, je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'ai acheté quasiment que des T2 et des T3. Donc sur les 5 biens là que j'ai achetés. Non, un T1 et T2, T3 sinon. Et puis l'an dernier, j'ai dû acheter aussi que des T2 et des T3. Alors, pourquoi c'est bien? Les T2, déjà, ce qui est bien, vous pouvez encore, c'est la taille limite, je trouve. Avec les T3, des petits, vous pouvez encore le faire, mais vous pouvez faire encore du meublé. Donc, quand vous êtes en nom propre, faire du meublé, voilà, c'est un gros avantage fiscal. Vous pouvez amortir le bien. Après, le T2, ça commence à être compliqué. Dans les villes pas chères, les T2, ils se louent. En fait, la garantie Visal, elle est jusqu'à 600 € charges comprises. Donc, pour les T2, vous pouvez être en dessous de ça. Et en gros, vous pouvez accepter maintenant, vu que la garantie Visal, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la garantie de l'État qui couvre énormément de profils maintenant. Les gens de moins de 30 ans, les gens qui sont en déplacement professionnel, les personnes qui gagnent moins de 1500 € net. Donc, dans les villes où l'immobilier est pas cher, peut-être un T2 de 40 et quelques mètres carrés. Très récemment, j'en ai mis en location. Eh ben, ça se loue moins de 600 € charges comprises. Et donc, vous pouvez accepter presque tous les profils dès lors que les gens, ils ont l'air propre sur eux, qu'ils vont pas vous casser l'appartement. Donc ça, c'est un gros avantage pour moi. Pas de garantie loyer impayé à payer, parce que sinon, j'ai des garanties privées. Et, ben voilà, moins c'est cher, plus vous avez de monde. Vous pouvez faire de la location courte durée, pour 4 personnes, 2 personnes dans une chambre, 2 personnes dans le séjour. Personnellement, pour les biens, alors on a un T2, on a un grand T2 d'ailleurs aussi qu'on a en location courte durée. Là, on a carrément 5 personnes, 2 dans le séjour et 3 dans une chambre. Mais il fait, je crois que 60 mètres carrés. Sinon, dans les T2, par contre, j'ai quasiment que des célibataires qui visitent ou qui habitent. J'ai un couple, je pense. Donc le risque, vu que c'est petit, si vous louez à des couples, bah, c'est qu'ils cassent. Mais moi, j'ai quasiment que des célibataires. Et ce qui m'est arrivé plusieurs fois, par contre, dans les T2 pas très grands, c'est que les célibataires se mettent en couple et ils quittent l'appartement. Donc ça, j'ai déjà dit, mon conseil, prenez des gens qui sont moches, dents pourries et tout ça. Comme ça, moins de risques qu'ils trouvent quelqu'un et qu'ils partent de votre appartement. Vous n'aurez pas à le relouer trop rapidement. S'il fait de la muscu, s'il est un peu beau gosse, vous savez que là, il ne sera peut-être pas pour très longtemps. J'ai vraiment très peu de problèmes avec ces appartements. Je trouve vraiment que c'est un bon ratio. Souvent, j'ai des jeunes actifs là-dedans. Prix d'achat, parce qu'on paye pas trop de mètres carrés. Renta, c'est quand même rentable souvent, moins au mètre carré que les studios, les T1, mais souvent, c'est des bonnes affaires. Pas trop d'ennuis. Les charges restent souvent assez limitées parce que vous n'avez pas trop de mètres carrés, taxes foncières, ça va également. Donc les T2, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Ensuite, les T3. T3, donc là on a 2 chambres. C'est à peu près... souvent en fait les T3, moi que je les ai pas payés beaucoup plus cher que les T2. Et il y en a qui ont à peu près la même superficie. J'ai un T2 de... Je crois le plus grand, il fait 58 ou 60 mètres carrés. Et puis j'ai un T3 de 51 mètres carrés. Donc les T3, les prix sont pas toujours très différents. Là, on peut avoir des gens avec enfants. Ça, c'est un peu le début des appartements les plus petits où vous pouvez avoir des enfants. Donc soit vous avez... ce que j'ai là-dedans, c'est souvent des mères célibataires. Donc pour aller leur enfant... L'avantage, alors je sais pas si on peut dire l'avantage d'une mère célibataire, c'est que normalement, le nombre d'enfants, il est fixe pour le moment où en tout cas elle est toute seule. Et après, j'ai des couples avec un enfant, ça arrive aussi. Mais bon, si c'est un couple de jeunes avec un enfant, il peut avoir peut-être un deuxième enfant et donc du coup, ils vont quitter le logement plus rapidement. Mais c'est pas très grave. Les familles, souvent, ça se passe assez bien. Là, par contre, on est vraiment à la limite pour faire du meublé. Les T3, j'avoue, en fait, celui de 51 mètres carrés que j'ai, il est meublé, mais en fait, je l'avais payé pas très cher. D'ailleurs, il est dans ma formation, là, sur la négo. Je l'avais payé 54 000 €. Et celui-là, en fait, je l'ai mis en mode pour une personne. Donc, j'avais fait un bureau salle à manger, dans la chambre, dans une des 2 chambres, et dans l'autre, j'avais fait la chambre. J'ai déjà eu aussi des petites colocations pour des T3, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir 2 personnes, donc une dans
dans chaque chambre. Ça m'est arrivé que dans un appartement. Donc voilà, ça c'est les avantages du T3. Donc ça c'est assez mixte, comme c'est là vous allez toucher pas mal de monde quand même, hein. Vous allez toucher donc les peut-être 2 étudiants, les couples avec un enfant ou qui veulent un enfant, les mères célibataires avec un enfant ou pères célibataires, hein, bien sûr. Moi j'ai toujours eu que des mères célibataires qui sont venues visiter mes T3. Donc ça reste assez large comme panel de locataires potentiels. Et ensuite, on arrive au T4. Alors T4, T5, c'est assez dur de faire la différence parce qu'en fait, si vous avez une salle à manger ou non, mais souvent les deux sont collés, enfin ou ensemble. Alors là, on a que un seul. Je l'ai avec Michel, mon associé. Alors le souci que j'ai avec cet appartement que j'ai eu, c'est en fait on l'avait acheté, j'avais fait une offre avant le Covid, c'était en janvier 2020. J'avais bien testé la demande locative pour ce bien et j'avais eu des gens, des médecins qui venaient dans la région, des assez bons profils. Et après, en fait, post-Covid, quand j'ai acheté vraiment, là, j'ai eu que des messages de cas sociaux. Donc des couples avec beaucoup d'enfants qui touchent environ 3 000 € d'allocation par mois. J'ai eu des gens, mais ils avaient 5 enfants, 6 enfants. Bien sûr, les gens qui travaillaient pas, ou des gens qui disent qu'ils font du black, ou des choses comme ça. Et j'ai eu que un couple qui était normal, en fait. Normal, voilà. Faut pas dire ce que j'ai vu. Normal, enfin, qui avait un profil convenable pour louer cet appartement, parce que moi, je m'étais dit, c'est un appartement, on louait moins de 1 000 € par mois. Je m'étais dit, n'importe quel couple où les deux travaillent, ça devrait suffire pour payer le loyer. Alors, et en fait, j'en ai pas eu beaucoup. Donc là, ça a été, on a que un grand appartement. Et ça a été un peu une leçon pour nous. Alors les inconvénients. Donc, ce qui est bien, c'est que ces couples, il est rentré en août 2020. Donc maintenant, ça fait plus que 2 ans qu'ils sont là. Et au début, c'était un peu tatillon. Mais maintenant, ils nous payent depuis. Et puis, ils n'ont pas prévu de partir, je pense. Le problème de ces biens, alors il y en a plein. Vous allez avoir, en fait, il faut vous poser la question, qui c'est qui va louer ce genre d'appartement? Alors, vous pouvez avoir des gens qui sont en déplacement avec des familles, bien entendu, mais sinon, en fait, vous allez avoir des profils de gens, surtout dans les villes où l'immobilier est pas cher, ça va être que des profils de gens qui peuvent pas acheter d'appartement. Parce que quand on est sur ces surfaces, c'est pas des logements qu'on veut temporairement, c'est souvent on a déjà une famille, on est déjà un peu installé dans la vie. Et donc, en fait, vous allez avoir beaucoup de profils de personnes qui peuvent pas acheter, donc qui travaillent pas, par exemple. Et donc, c'est pas les meilleurs locataires, hein, forcément. Et en tout cas, moi, je privilégie quand même toujours les gens qui travaillent pour louer mes appartements. Et donc, en fait, vous allez avoir quelques profils à la marge, donc des gens qui sont en déplacement avec leur famille, mais peut-être qui voudront des maisons. Des gens, peut-être que vous pouvez avoir des colocs, parce que du coup il y a 3 chambres, mais moi en fait j'avais fait les calculs, je louais par chambre, ça me rapportait environ 100 ou 150 € de plus par mois, et je trouvais que ça valait pas la peine de gérer 3 colocs versus un seul locataire pour 150 € par mois, en sachant qu'il pouvait y avoir du vide locatif. Donc en fait vous allez avoir ce genre de profil, ou alors des gens qui sont vraiment anti-dette, qui veulent pas s'endetter, qui veulent pas s'engager à la banque, qui ont peur d'avoir une dette de 20 ans ou 30 ans. Donc c'est assez, en tout cas, moi, j'avais eu du mal à trouver un locataire. J'avais mis 2 mois à trouver un bon locataire. Et c'est pour ça que depuis, on n'a plus du tout visité de grands appartements. L'inconvénient que vous allez avoir, c'est dans les immeubles, dans les gros immeubles, genre années 70, beaucoup de charges. Donc en fait, le loyer va augmenter en conséquence, mais en fait, le loyer hors charge que vous allez toucher, ça va être quasiment le même que pour un T2 ou un T3. Parce qu'en fait, les locataires, ce qu'ils voient, c'est combien ils payent par mois. Donc s'ils payent, franchement, dans les immeubles des années 70, pour des appartements de 100 mètres carrés, vous pouvez très vite avoir 350 € ou 400 € de charge. Donc vous pouvez pas non plus demander des loyers à beaucoup plus que 1 000 € dans bien des cas. Donc en fait, si vous louez par exemple 900 avec 400 € de charge, ça se trouve, ça va être le même prix qu'un appartement que vous allez louer 500 avec 100 € de charge en plus.
Donc, non seulement vous allez payer plus cher, mais en fait, vous allez avoir le même montant hors charge par mois. Après, l'avantage que vous avez, les rentabilités sont souvent plus faibles parce que les prix que vous payez, c'est un prix au mètre carré. Donc, généralement, c'est un multiple du prix au mètre carré que vous payez, peu importe la surface. En général, 100 mètres carrés, ça coûte à peu près le double de 50 mètres carrés. En revanche, vous n'avez pas les loyers. De l'expérience que j'en ai, ça vaut entre un 50 et un 100 mètres carrés, c'est à peu près 50-60% plus cher. Donc les loyers sont pas proportionnellement aussi chers que vous allez payer, donc vous avez moins de renta. Par contre, le gros avantage qu'on a, c'est que là, on capitalise beaucoup parce que vu que les loyers sont plus élevés, alors la rentabilité, on peut la calculer en pourcents, mais moi je trouve que c'est aussi toujours bien de la calculer en euros et en... Parce que, je vous donne un exemple, un appartement que vous avez payé vraiment pas cher, vous allez le louer, admettons, vous remboursez 200 € par mois et vous le louez 400. Donc vous allez faire 200 € de cash flow et vous allez rembourser 200. Mais en fait, si vous avez un appartement où vous remboursez 500, que vous louez 750 € de loyer, donc la rentabilité en proportion, elle va être plus faible. Mais en fait, vous allez quand même toucher 750 € de loyer, rembourser 500 € par mois, et dans ces 500 €, il y a une grosse partie qui va être du remboursement de capital, surtout si vous avez fait des emprunts avant que les taux n'explosent. Une grosse partie, ça va être du remboursement de capital, et ça, c'est de l'enrichissement à moyen ou long terme. Donc, c'est bien d'avoir des grosses rentas, mais souvent, c'est sur des petits biens. Après, les plus grands biens, quand vous commencez à avoir 8,5-9% de renta, et ben, ça fait quand même des gros remboursements chaque mois, même si vous n'avez pas un cash flow énorme. En gros, le cash flow, au bout d'un moment, il va vous permettre de payer les travaux, la taxe foncière. Mais ça fait quand même tous les mois, en fait, vous allez rembourser 500 € d'emprunt sur un bien. Donc, moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Le gros problème également, c'est les taxes foncières. Je crois que sur cet appartement, j'ai plus de 1200 € de taxes foncières. Donc, ça dépend bien sûr des villes. Moi, l'appartement que j'ai pas d'extérieur. C'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas prêté beaucoup d'attention parce que moi, je passe pas beaucoup de temps chez moi, donc je passe souvent sur mon balcon. Mais c'est un reproche qu'on m'a fait souvent, en fait, qu'il n'y ait pas de balcon. Et aussi, il faut penser aux possibilités de stationnement. Voilà, ça va être des appartements pour des familles ou des gens qui travaillent. Donc souvent, ils ont besoin d'une voiture. Si vous n'avez pas de possibilité de stationnement, je pense que ça va être un gros frein. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les lots donc T1, T2, T3, T4 studios. J'ai pas d'appartement plus grand, j'ai pas de colocation. Je trouve que dans les villes où je suis, ça s'y prête pas. J'ai déjà un peu testé la demande. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de monde qui répondait sur les annonces. Donc j'ai pas d'appartement plus grand que ça. Après, il y avait une petite parenthèse que je voulais vous faire, c'était les garages. Alors ça a été un peu l'investissement à la mode, je pense surtout dans les années 90-2000. J'en ai quelques-uns, je les ai toujours achetés avec des appartements. Et là, la dernière appart que j'achète 2 garages fermés avec. Alors j'avoue que, en fait, ça m'arrive de les louer à part des apparts pour plein de raisons. Et souvent, ça augmente assez bien la renta. Quand même, c'est un bon moyen d'augmenter la renta, de louer les garages à part, parce que les gens, ils se rendent pas trop compte de la plus-value d'avoir un garage en tant que locataire, surtout si la rue est gratuite autour, alors qu'en fait, c'est très très pratique, je trouve, dans beaucoup de cas, d'avoir un garage où il y avait des gens, c'est des locataires qui n'ont pas besoin de voiture. Les garages, franchement, je les loue presque toujours à des mecs qui sont assez louches. C'est souvent pour stocker des trucs. Des gens aussi qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens mais qui s'achètent des grosses voitures type Audi. J'en ai un, il a une Audi A6, j'en avais un, il avait une Audi S3 dans un autre garage. Souvent c'est des gars un peu bizarres, j'avoue, qui viennent voir les box de garage. Après c'est vrai que vous avez des baux qui sont assez souples, hein, vous pouvez très facilement dire aux gens de partir. Vous n'avez pas besoin, moi je passe pas par mon gestionnaire pour ça, le bail il est vite fait et puis ça tombe tous les mois. Mais franchement, acheter que des garages, je sais pas, là on a Pierre là qui je parle souvent sur Instagram, il a acheté une grosse batterie de garage, à voir le retour qu'il a. Les garages aussi, vous avez le problème de la fiscalité, hein, si vous n'êtes pas en SCI, ça peut être assez compliqué la fiscalité.
Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les garages? Les taxes foncières sont souvent assez élevées, hein, représentent souvent plusieurs 2 voire 3 mois de location. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience quand vous achetez un garage. Et même quand vous achetez un appartement avec un garage, ça va fortement vous augmenter la taxe foncière. Voilà, 50 minutes d'épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait un petit épisode tout seul. Merci encore pour les 100 000 écoutes. Comme toujours, pensez à partager, liker, commenter. Je vous ai dit, j'ai à peu près une note toutes les 1000 écoutes sur Apple Podcast et sur Spotify. Et si vous voulez gagner des gros billets, voir ma tête en vidéo en train de me trimballer, de bouger de droite à gauche, vous montrer mes actes notariés, vous montrer sur une dizaine d'appartements comment j'ai pu négocier, quelle stratégie j'ai appliquée, les 10 techniques que j'applique pour négocier, un modèle d'offre d'achat, les questions qu'il faut poser à l'agent immobilier, comment négocier grâce à la banque et comment négocier avec la banque. Tout ça, vous allez soit un lien dans la description, soit sur grosbillet.com/nego, N-E-G-O, et vous avez un prix spécial pour les 2 premières semaines de lancement. Prix spécial, bien sûr, des 100 000 écoutes. Alors, je regarde sur mon calendrier, donc l'épisode, il va paraître le mercredi 9. Donc, vous avez 2 semaines à partir du mercredi 9 novembre pour profiter de cette formation. Et je vous rappelle, quand vous achetez la formation, après, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour vous entretenir pendant 15-20 minutes sur la stratégie à adopter pour bien négocier un bien. Voilà, j'ai déjà fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens et j'en ai gagné moi-même beaucoup grâce à la négociation. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et on se retrouvera. J'ai des épisodes d'avance, vous inquiétez pas. Peut-être que je vais enregistrer un épisode à Budapest. Je vais voir si j'arrive à emmener mon micro. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.